Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Célas dans ce podcast. Célas est ingénieur, plus précisément assistant de recherche en astrophysique. Il vous le dira mieux que moi, c'est un rêveur qui a su croire en lui et prendre une belle revanche sur la vie en travaillant dans un cadre exceptionnel, le milieu polaire. Imaginez juste une seule seconde, rester isolé pendant 9 mois sur une base à l'autre bout du monde avec plus de 40 personnes. Sans aucun rapatriement possible en France. C'est son quotidien. Il a seulement internet quelques heures par jour, alors croyez-moi quand je vous dis que je me sens privilégié d'avoir eu cette discussion avec lui. Ensemble, on a déroulé le fil de sa vie pour comprendre pourquoi et comment il en est arrivé là aujourd'hui et comment il vit son 3e grand hivernage au pôle Sud. Célas est vraiment passionné et je ne peux que vous encourager à vous rendre sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux pour en découvrir plus. À travers cet épisode, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les femmes et tous les hommes qui œuvrent en silence pour faire avancer la science. J'ai vraiment eu plaisir à enregistrer cet épisode, alors j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonne écoute. Donc, bonjour Célas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Émeric, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir discuter un petit peu sur ce que je fais dans le coin et qui je suis. Dans le coin, c'est très drôle parce que Euh, là, pour le dire, il est 4h40 en heure française. Chez toi, tu vas me dire quelle heure il est. Et je m'imaginais vraiment te voir arriver en doudoune, naïvement. Ma première question va justement concerner le premier endroit où tu es, l'Antarctique. Est-ce qu'un jour, tu avais imaginé te retrouver là ? Non, en fait, pas du tout. Déjà, pour répondre à ta première question, ici, il est 16h41, donc on a 12 heures de plus que la métropole, et on est à l'heure de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et en vérité, non, jamais je me suis imaginé atterrir ici, en fait. Moi, gamin, j'étais hyper rêveur, très, très, très rêveur. Je venais d'une famille où on avait très peu de moyens financiers, matériels, on partait pas en vacances, voilà, on restait dans le coin. On avait la chance de vivre à 2 rues de la plage, donc c'était les vacances, c'était la bonne excuse des parents. Mais non, l'Antarctique, ça n'existait pas. J'étais d'une famille pas très très éduquée non plus, où on n'avait pas non plus, on passait pas notre temps à la bibliothèque, on était plutôt élevé par TF1 et M6, ce genre de choses. Donc c'est pas un mal, ça me rend pas triste, mais du coup on n'avait pas accès à à beaucoup, beaucoup de connaissances, je dirais. Et du coup, l'Antarctique, ça n'existait pas, quoi. Et donc, je rêvais pas de l'Antarctique gamin, je rêvais pas de l'Antarctique adolescent non plus. Et je suis un peu tombé par hasard sur un post en googlant. Je voulais partir, en fait, de mon chez moi. Je voulais partir de ma Bretagne. Et j'avais fait des études d'électronicien. Et je me suis dit, Google électronicien Ukraine, électronicien Kazakhstan, électronicien. Je voulais partir à l'Est, en fait. Et je suis parti vers faire un Erasmus en Roumanie, mais en fouillant comme ça un peu sur Google, j'ai fini par taper électronicien arctique, électronicien antarctique. Et là, j'ai fait wow, il y a un poste là-bas. Voilà. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé là. Génial. Aujourd'hui, là, tu es assistant de recherche en astrophysique. On aura l'occasion justement d'en reparler. J'aimerais comprendre d'où te vient cette passion et quel était ton parcours concrètement. Parce que là, tu viens de me dire que tu voulais aller à l'Est. Pourquoi l'Est ? Est-ce que tu avais déjà cette passion pour la science ? Comment elle est venue, cette passion ? Je crois que j'ai toujours voulu faire ce que je pouvais pas faire, ou ce qu'on me disait que je n'aurais pas la possibilité de faire, du moins. On m'a toujours dit que j'étais un gamin qui avait des capacités, comme on l'a dit à des milliers de gamins en France. À l'école. Et en fait, je voulais faire plus que ça, en fait. Et parce que je me disais que c'était possible sûrement et que les voies étaient un peu fermées pour des raisons que je connaissais pas trop. Et je pense qu'à l'époque, c'était pour des raisons sociales, économiques, plein de choses comme ça. Et en fait, moi, j'ai voulu me barrer à l'Est au tout début parce que, en fait, il y avait cette possibilité de partir faire des études à l'étranger, mais dans les pays développés. Donc, il y avait beaucoup de promotions pour les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et je voyais des gens partir en Erasmus dans ces pays-là. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que moi je peux pas partir genre à l'Est, 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 l'Est.
Genre là où en fait où je sais rien de ce qu'il en est en fait. Et j'ai eu une belle opportunité grâce à des profs super de mon IUT à Rennes qui m'ont donné la chance de partir étudier en Roumanie. Donc j'y suis resté 1 an et demi. Et pour moi, c'était l'un des plus gros premiers voyages ou moments de vie. J'ai vécu des super moments là-bas. J'ai encore de grosses attaches. Et, et je pense que ça fait partie de ce long processus d'arriver ici, c'est que je voulais voir des choses différentes en fait. Et quand j'ai googlé électronicien antarctique, c'est juste que bah, je voulais faire quelque chose de différent en fait. Je pense que si on m'avait proposé un poste aux États-Unis, j'aurais dit non. C'est drôle, c'est génial. Mais justement, si on revient à la base, quand on y repense, toi, tu m'as parlé tout à l'heure rapidement de ton enfance, mais tu étais quel genre d'élève? Et tu es quel type d'enfance? Moi, j'étais plutôt un gamin très curieux, très rêveur, euh, et qui s'intéressait à beaucoup de choses, mais qui n'avait pas les ressources matérielles pour fouiller. Puis aussi l'entourage aussi, ça compte beaucoup. Quand on a une famille très très éduquée, qui vient de strates, que ce soit médecin, avocat ou ainsi de suite et tout ça, donc il y a un bagage déjà dans la famille qui est important pour cultiver l'enfant. Dans ma famille, c'était pas vraiment le cas. On est d'une famille très très ouvrière et où l'accès à la connaissance est différent. C'est pas la même connaissance qui est distribuée dans ces milieux-là. Et du coup, c'était pas facile pour moi de me renseigner ou d'avoir des infos. Et donc, gamin, on me ramenait souvent à ma condition d'enfant d'ouvrier. Donc, on me faisait comprendre en fait que c'était bien mieux d'arrêter les études à un certain endroit ou alors de rester dans le coin ou ce genre de choses. Et quelques profs on va dire, qui ont été mes piliers de mes rêves, qui m'ont aidé à accéder à ce que je voulais faire. Mais gamin, voilà, j'étais plutôt dans la rêverie. Et je pense que c'est cette rêverie qui m'a emmené jusque-là aujourd'hui, quoi. Je me suis toujours dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, tentons. Qui t'a porté et qui t'a fait devenir ingénieur? Mais c'est une volonté de ta part, l'astrophysique? Ouais, alors, je savais pas trop ce que ça voulait dire vraiment astrophysicien quand j'étais gamin. Et je rêvais d'être astrophysicien pendant des années. Aujourd'hui, je suis pas astrophysicien, je travaille avec des astrophysiciens. Et c'est ça qui est drôle, je travaille à côté de mes rêves, mais c'est pas plus mal en fait, du coup, où je travaille dedans, mais je fais pas ce que moi, gamin, voulais faire. Et dans un sens, je savais pas non plus ce que c'était le boulot d'astrophysicien à l'époque. Mais je travaille à côté de mes rêves, du coup, je les vois, et donc du coup, je suis content. Et concrètement, du coup, c'est quoi ton poste? Ce que tu Mon fais? poste est de, Mon poste est de maintenir un détecteur de petites particules, de particules subatomiques, qu'on appelle des neutrinos. Donc c'est le plus grand détecteur au monde de ce genre de type de particules qui existe. Et on est deux sur le terrain à bosser pour maintenir ce détecteur, qui est un petit peu un analogue à un télescope. En fait, c'est juste qu'on détecte très peu de particules et du coup, on fait pas vraiment la même chose que les télescopes. C'est dans la même analogie, mais ça, voilà. Et donc, du coup, ces particules-là, on en détecte des millions par jour, mais on n'est pas intéressé par ces millions de particules, on est intéressé par une ou deux parmi ces millions. Et donc ça nous fait deux détections à peu près vraiment très utiles dans le mois. Et au final, ces particules nous renseignent sur tout ce qui est supernova, donc des étoiles qui explosent, ou des trous noirs, ce genre de choses. Donc on Incroyable, s'intéresse à la physique en fait de l'univers. incroyable. Et une chose qui m'a vraiment marqué sur toi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as eu très rapidement cette volonté de vulgariser la science, que ce soit dans tes vidéos YouTube, sur Instagram. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, même aujourd'hui, de te dire je vais partager ce que je fais? Parce que je pense que la connaissance, elle appartient à tout le monde. Déjà, la plupart des postes en recherche sont, je pense, une très très grande majorité, à part de la recherche par l'industrie, est payée par l'État, donc par les impôts, et donc du coup, cette connaissance appartient à tout le monde. Donc je trouve ça normal qu'elle soit redistribuée. Je trouve ça aussi aujourd'hui une mission un peu de la part des gens qui travaillent en sciences de un peu combattre les fake news, les infox, tout ça. Et je trouve ça aussi très malheureux d'entendre des choses qui étaient acquises des fois depuis des décennies, qui sont aujourd'hui remises en cause par un peu, par certains groupes un peu qui ont une volonté de un peu de détruire certaines choses, que ce soit, j'entends des gens qui croient que par exemple la planète est plate,
c'est dur de l'entendre aujourd'hui parce que je me dis, mais faut malheureusement, faut combattre ces idées-là ou faut les réexpliquer, faut éduquer. Moi, un jour, j'ai euh, le, le copain d'une amie qui m'a un peu choqué. On marchait dans les rues de Toulouse et puis il m'a dit, oui, mais le réchauffement climatique, on ne sait pas tout. Et le on ne sait pas tout voulait en dire long, en fait. Le on ne sait pas tout voulait dire bah, qu'en fait, on nous ment, on nous cache des choses, ce genre de choses, quoi. Et en fait, bah, moi, je lui dis, mais en fait, dans quelques mois, je pars à Concordia. Concordia, c'est là où il y a eu le forage Epica. C'est eux qui ont fourni les données pour le GIEC, pour le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique, sur 800 000 ans de données sur le CO2 et la température de la planète. Donc, ce sont des vraies données, et non, on sait, on sait. Et en fait, ça m'a choqué de voir la proximité. Il était à un point d'une personne qui allait travailler sur ce lieu où il y a eu ces données. Et il était quand même en train de dire, on ne sait pas tout. Et ça fait partie des choses qui m'ont Hmm. poussé à vulgariser. Parce que justement, une question peut-être naïve, là on parlait du GIEC. Toi, tu travailles en milieu polaire depuis 2012. Est-ce que tu as vu cette évolution concrètement sur le terrain du réchauffement climatique? Mais en fait, je pense qu'on voit. Alors, sûrement, je me ferais taper sur les doigts par certains chercheurs et ingénieurs aussi. Je pense qu'on la voit aussi en métropole et on ne s'en rend pas compte. Mais oui, on la voit aussi sur le terrain. Alors, à Concordia et à Pôle Sud, j'ai très peu ou pas, voire entendu d'études de recherche sur le climat. Par contre, à Concordia, les recherches elles se font plutôt sur le passé, puisqu'en fait là-bas c'est assez stable. Donc Concordia, pour rappel, c'est la station franco-italienne qui se trouve dans le centre de l'Antarctique. Et du coup, les données là-bas qui sont collectées, plutôt c'est pour retracer le passé, donc essayer de comprendre notre passé, nous permet de comprendre notre présent aujourd'hui et de comprendre ce qui est vraiment différent du présent. Par contre, sur mon premier hivernage à Crozet, dans l'archipel donc, de Crozet, dans les terres australes et antarctiques françaises, qui se trouvent dans le sud de l'océan Indien, où là, il y a une petite équipe de 20 personnes qui hivernent sur l'île de la Possession. Quand j'y étais, clairement, on pouvait voir dans les données, par exemple, de suivi de population de manchots, sur lequel je travaillais avec une biologiste. Clairement, on voyait une diminution de la population des manchots royaux, et c'était un peu horrible quand même, quoi. L'impact, il était clairement là, sur une colonie de 300 000 manchots, qui était à 5 minutes à pied de chez moi, quoi. C'est ouf. Et toi, tu n'étais pas du tout destiné à te retrouver au pôle Sud, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles la première chose que tu as faite lorsqu'on t'a annoncé en 2012 que tu allais partir pour un hivernage aux îles Crozet? Et qu'est-ce que c'est un hivernage? Parce que là, on en parle, Ouais, mais qu'est-ce que c'est? je m'en souviens totalement. La RH de l'Institut polaire m'a appelé. Et puis, alors là, c'était le grand battement de cœur, savoir est-ce que j'allais être pris ou pas. Et quand elle me l'a annoncé, j'ai littéralement sauté dans la pièce, sauté de joie. Euh, j'ai gueulé comme un gamin à qui on allait offrir la première Nintendo, ou la Game Boy. Euh, Bref, j'étais vraiment ouais, extrêmement heureux. J'ai appelé tous mes proches et ouais, c'était fou quoi. Alors un hivernage, qu'est-ce que ça veut dire un hivernage? Ça veut dire partir hiverner, passer l'hiver dans les terres polaires, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Généralement, ça veut dire être isolé. Donc on parle d'un isolement de à peu près 9 mois. Ça dépend où, parce que c'est pas toujours le cas. Mais par exemple, pour la station Concordia et la station Pôle Sud, c'est être isolé pendant 9 mois, sans rapatriement possible, même s'il est sanitaire. Si je me casse une jambe demain, je reste là quand même. Si on détecte quoi que ce soit, un potentiel cancer, c'est arrivé par exemple, une médecin de la station Pôle Sud a eu un cancer du sein qui s'est déclaré durant son hivernage. Ils n'ont pas pu la rapatrier, ils ont pu passer en avion au-dessus de la station et ils lui ont parachuté en fait de quoi commencer sa chimio. Donc elle a commencé sa chimio toute seule ici à Pôle Sud. C'est incroyable. Euh, donc voilà, donc hiverner, ça veut dire vraiment être isolé du reste du monde, travailler pour la recherche parce que ici en fait on est que ce soit des ingénieurs, des chercheurs, que même des techniciens, plombiers ou autres, plombiers, électriciens, on est tous là pour la recherche en fait. Ok, hyper intéressant. Tu te rappelles ce qu'ont dit tes amis et ta famille quand tu les as appelés pour leur dire que toi, tu partais hiverner? Comment eux l'ont ressenti? T'es un grand malade. Ça m'étonne pas de toi. Ou ça n'a pas été facile, je pense, pour la famille, toujours. Je pense maintenant on est très habitué. C'est la troisième mission, donc
on est plutôt good à ce niveau-là. Ils me soutiennent toujours. Donc ça, c'est quand même, voilà. Je pense qu'ils savent très bien qu'il y a le rêve derrière qui est le fait de vivre sa vie à 100%, de ne pas la regretter à la fin. Et ça peut paraître con, mais les vieux, ils m'ont toujours dit, fais-le, hésite pas. Moi, j'ai toujours regretté de pas j'ai toujours regretté de pas faire ce boulot. J'ai regretté ci et ça. Et en fait, j'ai écouté les vieux sur ce point-là. J'ai toujours écouté les vieux qui m'ont dit, j'ai eu des regrets. Et je me suis dit, jamais je veux avoir des regrets comme ça. Là, c'est ton troisième grand hivernage au pôle sud. Concrètement, ta mission, on parlait tout à l'heure des neutrinos. Quel est le but de cette mission, cette nouvelle mission pour toi? Alors, le but, d'un point de vue scientifique, c'est assez différent des deux autres missions. Les deux autres missions, je travaillais pour une dizaine de programmes de recherche différents. Certains étaient le but de répondre à une question, donc d'essayer de comprendre certains phénomènes, par exemple, et d'autres étaient des observatoires. Et cette année, c'est un observatoire pour lequel je travaille. Je travaille uniquement pour un programme de recherche qui est un observatoire, qui est l'observatoire IceCube Neutrino. Et le but d'un observatoire est de suivre en continu une donnée et de la fournir à un public scientifique pour pouvoir ensuite faire des recherches. Un petit peu, par exemple, l'analogie, j'ai travaillé pour un observatoire en sismologie et le but était de collecter donc, des mouvements de terre, donc des séismes, entre autres, des craquements de glace et autres. Et ces données sont redistribuées à la communauté scientifique qui ensuite peuvent télécharger les données et étudier, par exemple, que ce soit la croûte terrestre, le déplacement des plaques tectoniques ou la fragilité d'une faille sismique. Là, c'est à peu près le même principe. Là, on collecte une tonne de données de neutrinos et ensuite, ces données sur ces neutrinos sont refournies à la communauté scientifique qui ensuite, par exemple, quand on détecte un très très grand événement, on dit à la communauté scientifique, eh oh, il y a un grand événement qui vient dans ce coin-là de l'univers, pointez tous vos télescopes. Donc on fait partie d'une collaboration de télescopes qui, dès qu'on détecte un très très grand événement, tournent tous leurs télescopes pendant 1 heure ou 30 minutes vers ce coin-là pour voir s'il n'y a pas un truc bien spécial qui est en train de se passer. Voilà. Donc nous, notre but est de collecter, fournir des données en continu sur un point en particulier, les neutrinos. Incroyable. Et là, vous êtes en communauté complètement fermée. Vous êtes combien sur la station? Tout métier confondu. On est, tout métier confondu, on est 44. Ok. 44 personnes. Ça se passe Que ce bien? soit médecin, plombier, électricien, chercheur ou autre. Ouais, ça se passe bien. Ouais, c'est très différent d'un hivernage français. Très, très différent. Ah ouais? Parce que Mais concrètement, ça se passe très, très quel est bien. ton quotidien? C'est Ouais. pas trop long? Non, non, c'est d'un point de vue quotidien, moi je trouve ça très facile à vivre, c'est très agréable d'être coupé de la métropole, coupé de la société, que ce soit par exemple les médias qui sollicitent énormément, euh, que ce soit les réseaux sociaux, même si j'en utilise aussi, mais on n'a pas Internet tout le temps. Euh, les achats, le fait d'avoir toujours un truc à faire, de la vie un peu rapide, euh, c'est c'est un peu la campagne de la campagne. Ouais. Voilà. Mais est-ce que t'as pas une certaine frustration s'il y a des naissances, ou toi ou les autres, hein, des naissances, des mariages, des événements familiaux? Si. Et de plus en plus aujourd'hui, je pense. Premier hivernage, comme tout était nouveau, moi aussi je vivais mon truc, ma spécialité, on va dire, mon année spéciale. Même si chaque année est spéciale, puisque c'est un hivernage différent sur une station différente, avec une mission différente aussi. Euh, mais cette année, c'est un peu plus frustrant parce que en vieillissant, il y a plus de mariages, plus de naissances. J'ai un ami qui va faire sa thèse de pharmacien qui m'a invité. Je vais être en visio alors que j'aurais voulu être là. Euh, voilà, là il y a eu des naissances récemment, deux naissances autour de moi. La dernière année que j'ai passée, j'ai eu aussi le décès de mon grand-père. C'est tout ça en fait, c'est des choix de vie et c'est pas facile. C'est pas facile et ça devient de plus en plus difficile. C'est aussi pour ça des fois que je me pose Parce des que questions. est-ce que tu as dû suivre une préparation physique ou psychique? Parce que te préparer justement à tout ça. Alors, les recrutements pour les hivernages sont différents. Je parle de recrutement, mais c'est pas dans le sens de l'entretien pour le boulot et tout ça, mais dans le sens psy et dans le sens physique. Que ce soit pour Concordia ou Crozet, c'est plutôt similaire, on va dire. Donc, il y a un entretien psychologique pour ça. Donc, on voit un psychiatre.
et on répond à des tests de psychologie. Euh, Si on passe cette partie-là et qu'on passe aussi la partie médicale, donc on a un suivi sur bilan sanguin, radio des poumons, euh, on est ausculté par un médecin, les urines sont prises, quoi d'autre encore? C'est assez vague, vérification des yeux aussi, l'ouïe et j'en passe. Si on est bon pour ces deux points-là, psychiatrique, psychologique et physiologique, on passe dans ce cas-là un départ, on est bon pour un départ en hivernage chez les Français. Chez les Américains, les tests médicaux sont exactement les mêmes que les Français, exactement les mêmes. Par contre, il n'y a plus de tests psychiatriques, il n'y a pas d'entretien psychiatrique, il n'y a pas de médecins. Ils ont trouvé qu'en fait, ils avaient autant d'erreurs de recrutement avec et sans. Et je pense que c'est assez vrai. Par contre, ils font beaucoup de team building avant. Et aussi, ils n'hésitent pas trop à virer les gens. Donc, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus facile d'être viré côté américain que côté français. Et donc, du coup, je pense qu'ils jouent sur ça. Ok. Donc, voilà. Et là, sur le travail que tu fais dans l'observatoire, est-ce que tu sens un impact positif sur ce que tu fais dans ton quotidien? Est-ce que tu sens que tu as un impact sur la société ou le monde? Hum, je vois les publications scientifiques qui sortent, et ça fait plaisir. Si on n'était pas là sur le terrain, ces publications ne sortiraient pas. Alors, on n'est pas ceux qui font l'analyse de données, on n'est pas ceux qui posons les hypothèses sur ces recherches, mais on est les petites mains du terrain, on est exactement ceux qui font fonctionner la machine, en fait. On est l'essence du moteur. Et voir les publications, voir aussi, j'ai des anciens responsables de recherche qui publient encore des choses avec des données sur lesquelles j'ai travaillé, puisque j'ai fourni du travail de terrain qui ont permis à ces instruments de fonctionner et qui me mettent du coup dans les publications scientifiques. Et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a un impact, il y a une réelle recherche qui est sortie derrière, il y a des résultats qui sortent. Par exemple, à Concordia, où j'ai travaillé sur le programme ASTEP, qui fait de la recherche d'exoplanètes. Et mes responsables de recherche, du coup, qui sont basés à Nice, me mettent toujours actuellement encore en copie, en nom, en fait, des papiers scientifiques. Et c'est plutôt agréable, c'est cool de voir en fait qu'il y a des résultats. Trop stylé. On a parlé tout à l'heure des avions qui survolaient la base pour faire des largages. Si je me suis bien renseigné, si j'ai bien lu les bonnes informations, c'est parce que les avions ne peuvent pas se poser, sinon le kérosène gèle. Et dans ce cas-là, ils peuvent pas repartir. Donc ils peuvent passer au-dessus, faire un largage, mais ils peuvent pas rester. Qu'est-ce que tu as ressenti quand le dernier avion est parti, a quitté la station et que tu te dis à ce moment-là, bah, je vais être tout seul, ça y est, pendant 9 mois. Alors, je me suis un peu plus renseigné sur cette question. Je pensais que c'était le kérosène aussi. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était le kérosène qui gelait. Alors, c'est aussi possible, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas le plus gros des problèmes. Le plus gros des problèmes, ce sont les patins de l'avion qui gèlent sur place. Et en fait, ça s'est passé il y a quelques jours. On a eu un avion de démobilisation. Donc, en fait, on a le dernier avion qui part d'ici, qui vide la station avec tous les gens de l'été. Mais Pôle Sud est un peu spécifique puisque c'est un peu le hub central de l'Antarctique. Et donc, les avions de McMurdo, de Kazé, de Mawson, de Mario Zucchelli, donc toutes les stations côtières qui sont proches de nous, passent à travers nous pour pouvoir rejoindre l'Amérique du Sud et remonter jusqu'au Canada. Et donc à la fin, quand toutes ces stations aussi, elles ferment, ces avions-là passent par chez nous, et c'est ce qu'on appelle les avions de démobilisation. Et il y a quelques jours, un avion de démobilisation, les derniers avions de démobilisation sont partis, et le dernier avion de ces trois-là est resté bloqué au sol, donc on a dû pousser et secouer l'avion à l'arrière pendant que l'avion était en train de démarrer, avec les hélices qui tournaient à fond. Donc il y a une vidéo j'ai posté la vidéo sur TikTok et sur Instagram. On secoue l'avion et ça c'est assez fou. Donc voilà, c'est surtout pour ça que ça devient compliqué pour les avions. Ils restent cloués au sol au sens propre du terme. Ils ont aussi du mal à décoller par rapport aux masses froides de température. Et il y a aussi un risque qui est plus minime cette fois de gel du kérosène. Et pour le ressenti, euh, le ressenti du dernier avion, c'est toujours un petit peu bon, ça c'est fait, ok. Il y a la première fois que l'avion est parti de Concordia, j'ai fait merde.
Et je me suis retourné vers une collègue qui venait avec moi à Concordia et je dis putain, Ça y est, on y putain. est. Elle fait ouais, putain, 9 mois enfermé quoi. Et je crois que le plus dur, ça a été pas le plus dur, mais là, c'est quand le bateau est parti de Crozet, premier hivernage, là entendre la corne de brume du bateau, je sais pas comment on appelle ça. Et là tu fais ah ouais, bon bah on est bien cloué ici. S'il arrive quoi que ce soit, je suis enfermé Ça avec doit ces créer oiseaux-là. des liens. Mais là, il Voilà. fait combien de degrés dehors, chez toi? Hier, il faisait -81 en ressenti, -60 en mesuré, Ça fait... à peu près à 1 ou 2 degrés près. Avec mon collègue italien, on était content parce on a passé le -80. D'accord. Et vous sortez? Enfin, c'est... Ouais, 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 ouais. Hier soir, par exemple, on a eu un problème sur le détecteur et on a essayé de résoudre les choses depuis la station, mais on a dû se déplacer au bâtiment qu'on appelle le Ice Cube Laboratory. Et ouais, on sort, on sort. Ouais. D'accord. Quel est le truc ou les trucs les plus fous que t'aies vécu? Une anecdote pour qu'on visualise mieux ta vie à l'autre bout du monde. Le truc le plus fou que j'ai vécu. En fait, Des vraies anecdotes qui j'ai t'ont des marqué. super bons souvenirs. Ici, l'année, elle est pas terminée, elle fait juste que commencer, donc j'ai pas encore tant d'anecdotes que ça. Euh, j'ai surtout des bons moments, des merveilleux moments, en fait, c'est un peu cliché de dire que c'est les gens, en fait. Mais des merveilleux moments avec mes collègues, que ce soit de Concordia ou de Crozet. Euh, Par exemple, quand l'avion est parti, le dernier avion est parti, le station manager donc de notre station avait mis les énormes speakers, les énormes baffes de la station sur les vitres qui étaient ouvertes. Et il faisait -50 dehors, -50 degrés en mesuré. Et quand l'avion est parti, il a mis à fond Toxic de Britney Spears et on s'est tous mis à danser dehors, les 12 idiots en train de danser après que l'avion soit parti. Et c'est une anecdote juste sympa, mais c'est juste en fait que des trucs comme ça où l'hivernage c'est un truc hyper fort où on a plus ces règles de société monstrueuses qui nous obligent à ressembler à quelque chose, à être très très sérieux tout le temps parce qu'on est en condition de travail et autres. Comme tout est mélangé en fait. Et donc on a une expression de vie qui est très très très, très forte pour les bons et les mauvais moments. Et j'ai pas de, je crois pas que j'ai d'anecdotes. Si, on s'est craché avec le bateau sur mon premier hivernage juste devant la station. C'est un truc que tu peux retrouver sur internet. Si tu googles Marion Dufresne 2012 avarie, tu trouveras du coup que le bateau s'est craché juste devant. Donc on a tapé un haut fond 2 fois. Et à ce moment, j'étais sur la passerelle avec la médecin qui allait hiverner avec nous. Et du coup, le bateau prenait l'eau. Le premier bateau était à 4 jours en mer de nous et on était juste à côté de Alfred Fort, la station de l'archipel de Crozet. Et heureusement qu'on n'a pas trop tapé parce que sinon bah, l'eau rentrerait plus. Et nous, je sais pas combien, -2 ou 0 degrés. Euh, Bref, c'était pas très très fun de voir le bateau prendre l'eau quand on était dedans et quand on était aussi depuis la côte à le regarder. Voilà. Donc, des anecdotes, j'en ai quelques-unes comme ça. Ouais. Maintenant, quelle est la suite pour toi? Qu'est-ce que t'aimerais développer? Hmm, c'est une bonne question. C'est une question qui me torturait au premier hivernage. Parce que, comme j'ai des copains qui m'ont dit ici à Pôle Sud, putain, Pôle Sud, c'était mon rêve de des années. Et maintenant que c'est fait, je sais pas quoi faire, quoi. Et c'était mon cas pour quand j'ai postulé la première fois pour être australien Antarctique française au milieu de mon IUT et c'était pas possible parce que j'étais encore étudiant, donc j'ai été refusé. Et quelques années après, j'ai postulé du coup. Et, euh, et en fait, quand j'étais à Crozet, je me suis dit, putain, c'était mon projet, mon gros projet, maintenant qu'est-ce que je fais, quoi. Et après Concordia, je me suis dit, bah, on peut tenter chez les Américains. Allez. Et finalement, ça a marché. Et là, aujourd'hui, je sais pas trop. J'ai quelques pistes, mais je crois que j'ai pas trop envie de les évoquer pour pas effrayer que ce soit la famille ou. Ça Voilà. marche, on va le garder dans le secret des dieux. Euh, on parlait de famille. Comment ça se passe lorsque tu Ouais. rentres? Comment tu vis ton retour dans la vie civilisée? Parce que là, t'es coupé de tout. Est-ce que tu appréhendes? C'est encore loin pour toi là, mais... J'ai appréhendé la première fois, et je pense que c'était pas le meilleur des retours.
Je pense que ça a été très compliqué. En plus, on n'a pas de suivi quand on rentre. Donc, quand on rentre, on est littéralement jeté sur la plage et c'est bonne journée. Et c'est terminé. Donc, parce que c'est un contrat de travail, on ne le réalise pas, mais en même temps, c'est un contrat de travail qui est aussi un contrat de vie. Et donc, mon premier hivernage, on avait zéro suivi. Mon deuxième hivernage, je peux pas dire qu'on en avait plus non plus, mais c'était pas un besoin, parce que j'avais déjà eu l'expérience d'avoir été jeté sur la plage. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, là, j'appréhende plus mon retour. Euh, je prends pas mal de vacances généralement en rentrant et je suis très très proche. J'essaie de passer du temps avec mes proches. Et égoïstement aussi, beaucoup pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas profité, que ce soit de la nature, de mon vélo, de la pluie, des trucs, des trucs super simples comme ça, mais des trucs comme ça Ouais, parce qui que manquent. j'ai lu sur Internet que vous êtes étudié par les programmes de recherche spatiale sur l'isolement. C'était le cas pour Concordia, ouais. Concordia, comme en fait on est 12 isolés en très haute altitude, on a énormément d'études qui sont faites sur la recherche spatiale. Et ils essaient de comprendre un peu, par exemple, l'impact de l'isolement, par exemple, immunitaire, puisqu'on n'a plus de sollicitation, que ce soit de la faune et de la flore, d'autres humains. Donc notre système immunitaire n'est plus autant stimulé. Et c'est ce qui se passera pour les gens qui iront vivre sur Mars ou sur la Lune. Donc notre microbiote était étudié. On avait aussi notre goût et notre odorat, puisqu'en fait pendant un an il n'y a pas d'odeur et de goût diversifié. Euh, Pas mal de choses comme ça qui étaient étudiées, ouais. C'est pas le cas pour Pôle Sud. Il n'y a pas du tout ce genre de programme de recherche ici. D'accord, oui, parce que j'ai vu qu'à Pôle Sud, tu avais fait des crêpes dernièrement. C'est Je vrai. me suis battu pour avoir C'est vrai. du sarrasin. Je suis venu ici avec 3 kilos de sarrasin que j'ai ramené de Bretagne. Et en fait, je me suis rendu compte que sur la station américaine à côté, McMurdo, ils ont du sarrasin qu'ils savent pas quoi en faire en fait. Ils savent pas l'utiliser. Et du coup, j'ai demandé à en rapatrier 100 kilos et j'ai de quoi faire maintenant. Et la pâtissière de notre mission est plutôt contente puisque elle sait Là, oui, utiliser le sarrasin. génial. Et je sais qu'il nous reste une dizaine de minutes là, même au niveau de ta connexion satellite, parce qu'après ça va disparaître. J'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin, dont une plus particulièrement. Si tu croisais le Célas d'il y a 25 ans demain, quel conseil tu aimerais lui donner? Écoute les vieux. Écoute les vieux. N'aie pas de regrets. Et peut-être, je pense que ça serait compliqué. J'aimerais pas le croiser parce que, parce que je suis très heureux de ma vie aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quand même des choses que j'aimerais changer. Et je pense que si je les changeais, et bah, je sais pas quel bonheur je retrouverais. Donc, je pense que si je le voyais dans la rue, ouais, je pense que je le laisserais passer, je lui dirais rien. Et je pense que, et pourtant, j'en ai eu des emmerdes. J'ai eu des trucs vraiment pas faciles dans ma vie. Des trucs, ouais. Et je pense que, bah, je laisserais ces très mauvaises choses arriver quand même. Et ces très bonnes choses aussi arriver. Et je pense que je changerais pas ce dont je parlais, c'est pas de changer les mauvaises choses, parce que je pense que celles-là, il les faut absolument. Euh, mais ça serait sûrement des bonnes choses que je changerais pour pouvoir essayer de vivre d'autres bonnes choses. Et non, faut rien changer. Je pense que, ouais. Et je pense que c'est une chance d'être. Je suis heureux dans ma vie, donc je pense que c'est une chance d'être heureux, et je pense que je le laisserai passer. Ça serait dur, mais je le laisserai passer. C'est beau. Et avec le recul, quel a été ton plus gros échec ou ta plus grande difficulté justement? Bah, en y pensant, et je suis pas sûr que ce soit une très très bonne chose, il y a quelques années, j'ai loupé une école d'ingé. Donc j'ai repris une école d'ingé des années après, euh, qui faisait partie de l'INP de Grenoble. Et j'ai vécu ça comme une énorme tragédie. J'ai vécu ça comme quelque chose de très très compliqué. Et je pense que j'ai gardé ça au fond de moi pour pouvoir justement essayer de passer ça, de me prouver moi-même que je pouvais reprendre des études, réussir, une certaine réussite scolaire que j'ai réussi des années après. Et je me suis donné beaucoup de mal pour ça. Et je ne sais pas si ça vaut le coup. Et je pense que ça a été un échec que j'ai surmonté, donc que je me suis un peu vengé de la vie. Mais je pense que j'aurais dû l'accepter au lieu d'essayer de le défier.
Et je pense que ça aurait été peut-être plus sain. Intéressant cette nuance. Là, tu as un petit peu de temps libre, je suppose, sur la station. Est-ce que tu as des passions à côté de ton activité, de tes missions? Est-ce que tu fais du sport sur la station? Je sais que tu fais YouTube. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres choses? YouTube, c'est mon grand projet de l'année. J'ai très très envie de faire partager ici aux Français, à la famille et aux amis surtout en fait, pour l'instant, parce que je suis pas non plus très très suivi. Ce que je fais en vidéo, ce qu'on vit ici. Mon premier hivernage, c'était le dessin, et j'ai dessiné comme un malade. C'est mon petit côté un peu autiste. Et je me suis mis à fond dedans, et j'ai énormément progressé. Mon deuxième hivernage, c'était le sport. Je me suis mis à fond dedans et j'ai pas mal progressé aussi. Et cette année, j'essaie de maintenir un peu ce que je faisais en sport déjà à Concordia. Mais ma mission principale de divertissement personnel, c'est vraiment de vulgariser, de partager ce que je fais. Euh, j'ai envie de donner en fait l'envie à d'autres gamins qui n'ont pas ces ressources qui ont exactement les mêmes ressources que quand j'étais gamin. Cette envie de dire oh putain, moi aussi je peux, moi aussi je veux, et, euh, et d'essayer en fait quoi. Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre que tu aimerais partager justement avec nous, qui t'a vraiment marqué? En y pensant là comme ça, là tu me prends de court. Euh, je suis très mauvais, je suis un très mauvais cinéphile. Euh, je lis surtout de la science-fiction, donc je dirais, c'est peut-être cliché, mais aller sur du Asimov, et moi ça m'a fait rêver. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu mon Jules Verne. Incroyable. Et bah, franchement, merci pour ton temps. Une dernière question, si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire, te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon Instagram @celas, donc Ceelaas, de même pour mon TikTok. Euh, et sur ma chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube qui est Homo Antarcticus, un hommage au premier chef de district de la station de Crozet, qui était surnommé comme tel. Et donc voilà, où j'essaie de faire de la vulgarisation scientifique, et j'essaie aussi de partager en vlog ce que je vis ici sur Pôle Sud. Ouais, je peux que vous inviter à aller voir ça, à aller jeter un œil. Dans tous les cas, je mettrai toutes les références en commentaire de l'épisode parce que ça vaut le détour. Et puis il y a plein de choses à découvrir sur la station. Vous avez une salle de sport, vous avez plein de choses Je te extrêmement remercie, intéressantes. Alex. Merci beaucoup, Célas. À Merci très vite. beaucoup, et bah, à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.